Salut, c'est 101%. Aujourd'hui, un 101% où je parle beaucoup. Voilà, désolé Alex, ça va être un 100% qui va être plus long, à uploader. Je suis désolé. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kevin Smith et une petite anecdote qu'il a racontée sur Internet que tous les geeks, fans de Kevin Smith doivent connaître, mais il y a plein de gens qui ne doivent pas connaître. Et c'est une histoire qui est vachement cool. Alors, je vais la raconter. Voilà. Mais d'abord, le sommaire. Une critique de jeu, Call of Duty 4, Call of Duty. Une minute pour parler de câble RGB, Hidden Palace, pardon. Merci Alex. Alors là, par contre, je vais mal le dire. Dimitri Maximov. Non, ça va. Bon, on commence avec les news. La PlayStation 3 pourra d'ici peu lire les fichiers au format DivX. Cette nouvelle fonctionnalité sera intégrée via une mise à jour du firmware. Une information qui ravira certainement les nombreux nouveaux acquéreurs de la console de Sony. Avec son prix abaissé à 399 €, la PS3 s'est en effet écoulée, selon les chiffres de la firme japonaise, à 100 000 exemplaires en France depuis le 12 octobre dernier. En plus des versions PS3, Xbox 360 et PC, Alone in the Dark 5, sous-titré Near Death Investigation, sortira sur Wii ainsi que sur PS2. Cette double adaptation est confiée au studio Hydravision, à qui l'on doit déjà la saga des Obscures. Le studio aura donc pour objectif principal d'exploiter les différentes possibilités offertes par le fameux couple Wiimote-Nunchuk. Le titre édité par Atari devrait sortir en 2008. Spécialisé dans la production de MMORPG tels Guild Wars ou encore Lineage, NCSoft n'a pas l'intention de changer d'optique. Aion, The Tower of Eternity sera donc le prochain jeu online massivement multijoueur de la société coréenne. Il aura notamment pour particularité d'utiliser le moteur Crytek et de proposer de nombreux combats aériens dans un univers orienté Heroic Fantasy. Le titre sortira chez nous en 2008 sur PC. On continue avec les MMORPG et cette fois-ci les Chroniques de Spellborn, développées par les Néerlandais de Spellborn International. Le jeu se veut différent des références du genre. Ainsi, les phases de leveling ne seront par exemple pas privilégiées. Et il n'y aura pas de statistiques pour les éléments de son équipement. Repoussé à de nombreuses reprises, le titre devrait toutefois sortir en France pour début 2008. Enfin, voici quelques images du nouvel épisode de MX vs ATV. Un jeu de course un peu spécial à cause des engins que le joueur peut piloter. En effet, point de voiture ici, mais des motos, des buggy et autres quads. Édité par THQ, le titre sortira en Europe au mois de mars 2008. Alors, pour les néophytes, je vais parler comme Julien Ferraud. Pour les néophytes, Kevin Smith, c'est le gars qui a fait Clerks. C'est un fan de séries télé, de comics américains. Dans les années 90, qui a été connu avec Clerks, un film très très bien d'ailleurs. Après, il a fait Mallrats, qui s'appelle Les Glandeurs en France. Bon, c'était pas sa plus grande réussite, mais dedans, il y avait plein de vannes à base de super-héros. Et il y avait un invité extraordinaire qui est Stan Lee quand même à l'intérieur, où il pose des questions de cul en parlant des personnages super-héros, genre est-ce que le zizi de la chose il est en brique ou des trucs comme ça, voilà. Et il s'est fait repérer par une grande firme de cinéma américain, et ils l'ont appelé après ce film, ils lui ont dit s'il te plaît viens Kevin Smith, viens voir, on a des questions à te poser. Et en fait ils étaient en train de plancher sur un film qui n'a jamais vu le jour, qui s'appelait La mort de Superman, puisque dans le comics, Superman est mort, enfin bon, bref. Ils voulaient faire le film. Ça aurait été réalisé par Tim Burton, quand même, hein. Et ils avaient déjà le scénario. Et ils ont dit à Kevin Smith, ils ont dit, vous êtes un geek, vous aimez bien ça, les comics. Alors, oui, oui. Est-ce que vous ne voudriez pas lire le scénario, s'il vous plaît, puis nous dire ce que vous en pensez? Alors Kevin Smith rentre chez lui, lit le truc, et là, il se rend compte que c'est digne de Batman, de la série Batman des années 60, quoi. Le scénario, c'est de la merde totale. Et le lendemain, il retourne au studio, et là, les gars, il y a deux mecs derrière le bureau qui lui font « Alors ?» Et lui, il fait « C'est très mauvais. » Alors les mecs lui font « C'est très mauvais dans le sens, c'est bien ?» Et lui, il fait « Non, non, c'est de la merde. C'est vraiment extrêmement mauvais. C'est nul. Je ne sais pas qui vous a fait ça, mais en tout cas, j'espère que vous ne l'avez pas payé. Et puis, si vous l'avez payé, j'espère qu'il peut vous rendre l'argent. Parce que c'est vraiment très mauvais. » Et il pose le truc, et il se casse. Le lendemain, on l'appelle. Il lui dit « S'il vous plaît, vous ne pouvez pas revenir ?» Il retourne au studio au cinéma, pardon. Et là, il y a 4 mecs derrière le bureau. Les deux du premier jour, plus 2 autres mecs. Ils font,
excusez-moi, vous pouvez nous redire ce que vous nous avez dit hier? Oui, c'est de la merde, machin. Ok. Oui, c'est très mauvais. Ok, il repart. Le lendemain, sur le lendemain, on le rappelle. Vous pouvez pas revenir au studio, s'il vous plaît? Kevin Smith revient. Et là, il y a 6 mecs derrière le bureau. Et vous pouvez pas nous dire ce que vous nous avez dit la dernière fois? Et il redit exactement la même chose. Et il le laisse partir. Et là, ce coup-là, il le rappelle le lendemain. Et lui disent, vous voulez pas venir nous voir là? Vous voudriez pas nous écrire un scénario pour le film? Et la suite après la critique de jeu de Call of Duty 4. Aux côtés de Medal of Honor, avec lequel il partageait le cadre de la Seconde Guerre mondiale, Call of Duty est rapidement devenu la référence en matière de FPS dit réaliste. Grâce à un savant dosage entre campagne solo spectaculaire et cinématographique à souhait, et un mode multijoueur particulièrement amusant, le jeu de Infinity Ward s'est rapidement hissé au rang de classique. Ce nouvel épisode, intitulé Modern Warfare, ne déroge pas au modèle établi par ses aînés, mais propose une différence de taille. Fini la guerre 39-45, bienvenue à la guerre moderne avec ses terroristes, ses forces spéciales et autres frappes chirurgicales. Call of Duty 4 suit les destins de 2 personnages distincts. D'un côté, un soldat britannique, membre des SAS, affrontant des ultranationalistes russes pour endiguer un trafic d'ogives nucléaires, et de l'autre, un marine américain parachuté dans un obscur pays du Moyen-Orient, tombé aux mains d'intégristes après un putsch brutal. L'histoire progresse alternativement sur les 2 fronts, et si elle ne déborde pas d'originalité, les jeux estampillés Tom Clancy, ayant depuis bien des années étalonné le genre intrigue géopolitique contemporaine, et par ailleurs Call of Duty 4 pioche allègrement dans l'imagerie des classiques du film de guerre, elle comporte son lot de rebondissements et de scènes spectaculaires, et ce, dès le niveau d'introduction. On a d'ailleurs rarement vu manière plus efficace de se mettre dans le bain. Le générique de début n'est pas en reste, celui-ci nous permettant d'assister au coup d'état aux premières loges. Malgré le bond d'un demi-siècle en avant, le gameplay propre à la série des Call of Duty reste globalement inchangé. On a donc toujours affaire à un FPS cherchant un pseudo-réalisme. Le joueur ne peut transporter que 2 armes sur lui, en plus de quelques grenades, et quelques balles suffisent pour mourir. Mention spéciale au passage aux effets d'impact lorsque le joueur est blessé, particulièrement saisissant. Cette mortalité élevée rend nécessaire d'avancer à couvert, en progressant prudemment, accroupi ou carrément en rampant. Sauf que dans Call of Duty 4, même les murs ne sont plus une source de protection absolue. Les balles traversent les surfaces, le joueur n'est donc jamais vraiment en sécurité. Et oui, c'est la guerre. L'alternance entre les 2 personnages permet de renouveler agréablement le gameplay. Côté SAS, les missions seront le plus souvent des infiltrations nocturnes, aux objectifs bien définis. Côté Marines, on se la joue nettement plus bourrin, avec du combat de rue brutal et sanglant. Comme dans les Call of Duty précédents, le joueur possède des équipiers gérés par l'IA, qui se comportent de manière tout à fait crédible, ce qui renforce encore l'immersion. On regrettera toutefois l'extrême scriptage des niveaux, qui garantit certes un spectacle permanent, mais donne un peu l'impression de subir l'action plus qu'autre chose. Côté multijoueur, on retrouve les modes de jeu habituels, et leur efficacité n'est pas démentie. La nouveauté vient de l'apparition de capacités spéciales, qui viennent donner du piment aux affrontements. Ainsi, en enchaînant les frags, on obtient la possibilité d'appeler un bombardement aérien, ou la venue d'un hélicoptère en renfort. L'expérience gagnée au cours des matchs ne sert plus seulement à augmenter son grade, mais aussi à gagner des pouvoirs particulièrement retors, donc jouissifs, comme celui d'écouter les conversations de l'équipe adverse ou de lâcher automatiquement une grenade au moment de mourir. Bref, la formule évolue, mais ses fondations ne changent pas. Niveau graphisme, sans être une claque révolutionnaire en matière de 3D, Modern Warfare est simplement très beau, avec des environnements particulièrement réussis. On notera également que les temps de chargement sont désormais utilisés à bon escient pour le briefing des missions, débouchant sur une impressionnante plongée vers le feu de l'action, et ce, sans transition. C'est la grande classe. Enfin, la musique n'est pas en reste et colle tout à fait à l'esprit du titre. Fignolé aux petits oignons, Call of Duty 4 perpétue l'excellence de la série et réussit son passage à l'ère moderne, sans pour autant perdre son identité et son âme. Le jeu reste dans les grandes lignes similaires à la recette ayant fait le succès de la série, mais apporte suffisamment d'idées nouvelles pour la renouveler élégamment.
Ajoutons à cela une campagne solo trépidante, placée sous le signe du grand spectacle, et on obtient un jeu qui a tous les atouts en main pour devenir le nouveau maître étalon du genre. Et son déjà immense succès sur le net est un signe qui ne trompe pas. Je te tiens. On est tous à bord, allez! Kevin Smith écrit le scénario, enfin il fait un synopsis de plein de pages d'ailleurs, où il raconte toute l'histoire et tout ça, et il apporte au studio, et là le studio, les mecs lisent et tout ça, et ils trouvent que c'est très bon, et ils disent mais bon, on peut rien faire tant que le producteur a pas lu le scénario. Donc il faudrait aller voir le producteur et lui faire lire. Ok, et il pose le scénario, il fait non, ce serait bien que vous y alliez. Et tout. Ah, d'accord. Alors Kevin Smith prend un taxi, hop, et il va dans un manoir, mais un truc immense. Le producteur, il a une baraque, mais c'est la maison de Bruce Wayne, quoi. Il manque plus que la Batcave, quoi. Il arrive là-dedans et tout ça, c'est immense et tout. Et là, il y a un mec qui revient, je crois qu'il venait de jouer au tennis, le mec. Enfin bon, bref, le mec en petit short et tout, machin. Il fait ah salut, je vous adore, j'adore ce que vous faites et tout. Le producteur un petit peu puant quand même. Et le producteur il fait, vous savez quoi, vous et moi, c'est obligé qu'on fasse le film Superman. Parce qu'on est Superman. Et vous savez pourquoi? Alors Kevin Smith fait non, parce que tous les deux, on vient de la rue. Alors Kevin Smith, il est né dans le New Jersey, et le premier noir qu'il a vu, c'est lui qui le dit, c'était à 21 ans. Donc lui, à la limite, il avait une rue devant chez lui, oui effectivement, mais il vient pas vraiment de la rue. Enfin bon, bref, ça le fait marrer. Et là, le producteur, il enchaîne et il lui fait, alors, avant tout, avant que vous me lisiez ce que vous avez écrit, 3 choses que je ne veux pas dans le film. Je veux pas voir le costume de Superman, je ne veux pas qu'il vole, et je veux une araignée géante. Alors là, Kevin Smith, il fait bon, vous voulez pas le costume, bon d'accord, à la limite, c'est vrai que ça fait peut-être un peu kitsch, on peut peut-être essayer de trouver autre chose, faire que Superman, ok. Vous voulez pas qu'il vole, ok. Pourquoi une araignée géante? Et là, le mec, il fait, vous savez pas que l'araignée géante, c'est dans le monde des insectes, c'est le tueur numéro 1. La suite, après 1 minute pour parler de câble RGB. Aujourd'hui, dans 1 minute pour parler on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler des câbles RGB. Et pour cela, je reçois... Chante tout Aujourd'hui, dans 1 minute pour parler on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler des câbles RGB. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Huttenbrook, bonjour. C'est bon de réentendre le son de ta voix. Le plaisir est partagé. Bonjour. Et vous êtes livreur de pizza à jet ski. Non, pas du tout, je suis homme grenouille. Homme grenouille, donc vous mangez des mouches. Non, j'éjacule des têtards. D'accord. Mais écoutez, j'avais pas du tout ça sur mes fiches, il va falloir que je punisse mon assistante. Et pour cela, je vais la savater sévère. Mais alors, hein? Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Mais alors, quoi cookesse? Quoi cookesse? Quoi cookesse les têtards? Bah, les têtards, c'est les bébés de la grenouille. D'accord, la grenouille et le crapaud qui font des bébés. Non, en fait, la grenouille et le crapaud sont 2 espèces différentes d'amphibiens. En fait, c'est pas la même race, la femelle du crapaud, c'est la crapaude. J'aurais dit crapote ou crapute. Ça me fait rire. Bon. Non, mais par contre, le crapaud et la grenouille, ils peuvent avoir des bébés ensemble, comme les ânes et les ânes. Non, vous voulez sûrement dire les ânes et les chevaux. Oui, voilà, les ânes et les chevaux, quand ils font l'amour, ils peuvent avoir un mulet. Un mulet, voilà, oui, comme dans Navarro. C'est-à-dire, je comprends pas. Si, les mulets de Navarro. Ah, Et sinon, on pourrait croiser un homme et un kangourou. Enfin, je veux dire, parce que moi j'aimerais bien être un kangourou, quoi. Comme ça, j'aurais une poche devant où je pourrais ranger mes fiches et je pourrais venir au travail en sautant. excusez-moi, vous êtes qui? Je suis l'animateur de la minute pour parler d'eux. Kevin Smith rentre dans le salon, le mec s'étale sur le canapé, le producteur s'étale sur le canapé, se met comme ça et fait ça. Là, Kevin Smith, il attend pour lire comme ça, et puis il dit rien, mais qu'est-ce qu'il fait?
Vous faites quoi là Non, allez-y, lisez. Là, comme ça, je pourrais projeter mentalement les images du film entre mes mains. Allez-y. Ok, alors il commence à lire le scénario du film, donc la mort de Superman. Et vu que Superman revient tout le temps, Kevin Smith, ce qu'il fait, c'est qu'il dit pas tout le temps Superman. Des fois, il dit l'homme d'acier, des fois, il dit Kal-El, qui est le nom de Superman, le prénom de Superman de sa planète. Des fois, il dit Clark Kent. Et au bout d'un moment, qu'il lit comme ça, il y a le gars qui fait « Excuse-moi, arrête. C'est qui ce putain de Kal-El » C'est le nom de Superman. Je croyais que c'était Clark Kent. Oui, non, mais c'est le nom de Superman de sa planète. Mais quelle planète? Krypton. C'est quoi ça? C'est la planète d'où il vient, parce que c'est un extraterrestre. Ah ok, vas-y, continue. Bon. Et puis après, il donne Palace, la suite. Hein? Bonjour, bienvenue dans Hidden Palace. Il existe aussi dans les jeux vidéo des phénomènes étranges. Un phénomène en particulier est provoqué par Dmitri Maximov, le vampire le plus populaire de Capcom. Ce Nosferatu qui vit dans le luxe et la volupté de son château qu'il a lui-même surnommé Zelzerreich. Sa façon d'être fait tout de suite penser à Dracula. Il partage les mêmes plaisirs et les mêmes pouvoirs que le héros de Bram Stoker. Dmitri apparaît pour la première fois dans Darkstalkers où il s'impose aux côtés de Morrigan comme un personnage clé. Et pourtant, c'est dans Vampire Savior qu'il deviendra un personnage incontournable pour les plus otaku, notamment avec sa capacité spéciale, le Midnight Bliss. Le Midnight Bliss permet en effet de rendre les combattantes plus belles et attirantes qu'elles ne le sont déjà. Bouletta, par exemple, deviendra serveuse de drive-in des années 60. QB échange son dard empoisonnant contre une grosse seringue et troque son costume d'abeille contre celui d'une infirmière. Felicia se retrouve étrangement habillée de façon plus décente, mais adopte une pose plus provocante à la manière de Marilyn Monroe. Leyley retrouve sa véritable forme avec sa sœur jumelle Lin Lin, qui est en fait le petit talisman jaune qu'elle porte sur son front. Lilith et Morrigan étant déjà des symboles de beauté et de féminité, elles se transformeront au contraire en créatures moins désirables par l'action du Midnight Bliss. Lilith adopte donc le pyjama classique. Morrigan, quant à elle, se transforme en espèce de poupée déformée, cassant complètement ses charmes diaboliques. Mais face à un adversaire masculin, les résultats de cette technique sont tout autres. Il transforme le personnage en son pendant féminin. Voilà de quoi émoustiller l'émoi de nombreux gamers. Olbas devient alors une sirène. Bishamon se transforme en fille avec un kimono court. Anakaris ressemble alors à une version féminine du dieu Anubis. Galon se change en Echo Girl, c'est-à-dire une fille avec des oreilles et une queue de chat. Zabel troque sa tenue de zombie et devient une jeune gothique aux cheveux roses. Donovan adopte juste un physique de fille et reste toujours si peu vêtue. Sasquatch voit apparaître une fillette cosplayant Sasquatch tenant une grosse banane. Victor passe simplement à son pendant fille, mais est toujours aussi musclé. Comble de l'absurde, Dmitri peut se lancer lui-même un Midnight Bliss si les deux joueurs l'ont sélectionné. Il devient alors une fillette blonde à l'air innocent. Il est bien évident que l'on peut exécuter des Midnight Bliss même au boss du jeu. Phobos se change en fille avec des oiseaux sur la tête. Byron devient une princesse alien. Même dit, la fusion de Donovan et de Dmitri a le droit à son Midnight Bliss dans la version spéciale de Darkstalkers sortie sur PlayStation 2. Quant à Jeddah, il se transforme juste en version féminisée de lui-même, mais a l'immense honneur de figurer sous cette forme dans le château de Dmitri de Pocket Fighter. Comme vous le savez, Dmitri apparaît aussi dans d'autres jeux. Allons vérifier si le Midnight Bliss a exactement les mêmes effets. Il apparaît dans Namco Cross Capcom et le Midnight Bliss également. Par contre, il n'altère en rien l'apparence physique de son adversaire.
Dans SNK vs Capcom SVC Chaos, on retrouve un Dimitri plus imposant que jamais qui conserve son pouvoir de félicité. Et quelle aubaine pour nous, on pourra découvrir les effets du Midnight Bliss sur des personnages inédits. Ryu aura le droit de se changer en fille de façon classique. Ken deviendra une belle princesse en robe blanche, alors que Violent Ken se changera en Violent Princess, portant une robe rouge. Chun-Li sera habillée avec une robe chinoise qui laissera dévoiler ses charmes. Tessa, la sorcière, devient un clown de cirque comme une de ses mutations dans Pocket Fighter. Vega laissera tomber son masque et nous fera découvrir son pendant féminin. Guile se changera en femme GI. Balrog deviendra logiquement une boxeuse. M. Bison se féminisera juste, mais gardera son uniforme rouge. Dimitri ne conserve pas son aspect féminin de Darkstalkers, il a juste une forme qui lui convient plus. Zero se transforme en ciel de Megaman Zero. Dan ressemble à sa propre sœur que l'on a découvert dans Marvel vs Street Fighter. Red Harummer dévoile une fille cosplayée en démon rouge. Mais la panne de la transformation revient à Hugo Andor qui se transforme en version pachydermique de Poison. Ce qui est amusant dans ce jeu, c'est que l'on peut aussi exécuter des Midnight Bliss sur les personnages de SNK. Terry adopte juste une version féminine de lui-même. Shiki devient la version burst de son propre personnage. Ryo respecte la tradition et devient juste une fille. Mars People nous montre à quoi ressemble une femelle Mars People. Mai ne pourrait pas se rendre plus sexy même si elle le voulait. C'est pour cela qu'elle porte un kimono. Kyo se change en fille. Kasumi porte un Sailor Fuku classique, tout comme le pendant fille de Yori. Gunitz l'ecclésiastique passe logiquement du prêtre à la bonne sœur. Guise devient une femme fatale portant un boa en plume. Earthquake le gris tout d'un coup devient beaucoup plus féminin mais reste chauve. Athéna renforce son statut de déesse. Mais non content de nous faire découvrir des versions sexy de nos combattants préférés, SNK va plus loin et nous propose un aspect culturel du Midnight Bliss. Ainsi, Monsieur Karaté devient Madame et porte un masque de Okame, un personnage des pièces de Kyogen, une forme de théâtre comique datant du XIVe siècle. Serious Monsieur Karaté se change aussi en Madame mais porte cette fois un masque de Haniya, un masque du théâtre de No représentant la jalousie sous forme de démon femelle. Orochiyori passe de la simple étudiante à la Sukeban, chef de bande sévissant dans les établissements japonais. Choi et Kim portent tous deux le costume traditionnel coréen, le hanbok. Genjuryo devient une oiran, c'est-à-dire une courtisane de luxe. Dalsim porte un costume traditionnel indien. Sagat se change en danseuse thaïlandaise. Goki et Shingoki se changent tous les deux sous la même forme, un Oni céleste. Ce qui est logique quand on sait que le Ki de Goki est une autre lecture du kanji Oni. Mais Dimitri apparaît aussi dans un jeu plus récent, Capcom Fighting Gem. Mais le Midnight Bliss sera plus doux car la phase d'étranglement n'aura plus lieu, ou du moins sera hors champ. Une nouvelle fois, le Midnight Bliss va sévir sur des personnages qui ne sont pas forcément issus de Darkstalkers. Et même les personnages que l'on avait déjà vus dans SVC Chaos bénéficieront eux aussi d'une nouvelle forme. Guile par exemple n'est plus une GI mais une bimbo en bikini. Felicia subit par contre la même transformation que dans Darkstalkers. Hauser se change en Sailor Fuku mais garde sa tête de dinosaure, ce qui est vraiment étrange. Ingrid devient une gothique Lolita. Jeddah, en tant que perso de Darkstalkers, ne change pas non plus. Karine se change en tenniswoman avec des faux airs d'Anna Kournikova. Mukuro se transforme en femme ninja.
Null devient une loli anthropomorphe. Pyron garde son statut de princesse alien. Ryu, étrangement, devient une livreuse de lait. Sakura s'affuble d'une veste de sport. Ulien devient une fille court-vêtue portant un fundoshi. Vega adopte la même tenue que dans SVC Chaos. Yoon devient une vendeuse de raviolis avec un chapeau ravioli. Et Zangief se change en petite fille. Il y avait de plus un phénomène qui n'existait pas avant et que l'on découvre dans Capcom Fighting Gem. Il s'agit du Midnight Bliss Léa, ou rare. C'est une mutation alternative apparaissant aléatoirement lors d'un Midnight Bliss. Alex se change tout d'abord en son pendant féminin, alors que son Léa est une version petite fille de lui-même. Anakaris garde son aspect Anubis, mais a aussi un Léa qui le change en son pendant féminin, quand même plus mignon. Chun-Li retrouve sa tenue de Street Fighter 0, alors que son Léa est sa forme dans Pocket Fighter. Dimitri devient une étudiante de l'école de magie, alors que son Léa est la forme Midnight Bliss dans la série des Darkstalkers. Guy fait tout de suite penser à Maki, alors que son Léa est un Ninja Borg, il s'agit de Shadow Girl de Gotcha Force. Léo devient une femme lionne, alors que le Léa de Léo, oui c'est drôle, est une petite fille cosplayée en Léo. Rose la Vénitienne devient forcément une gondoliere, alors que son Léa la change en vieille chamane rabougrie. Le Léa le plus mystérieux, encore une fois, est celui de Shinguki. Dans sa transformation conventionnelle, il se transforme en Med portant un balai, brosse vers le bas. Son Léa le présente de la même façon, avec le balai brosse vers le haut. Les Midnight Bliss devenant très vite populaires, des goodies aux effigies de ces transformations ont aussitôt vu le jour. Il faudra maintenant guetter avec attention les prochaines apparitions de Dimitri, le seul personnage capable de dévoiler le côté féminin des combattants les plus virils et les plus violents. Kevin Smith arrive au moment où il raconte dans l'histoire que Brainiac va attaquer Superman dans sa forteresse de solitude. Et là, le gars, il écoute, et il fait « Non mais, attends, là, c'est bien là, mais ça manque d'action ton truc. Tu vois, il faut mettre plus d'action parce que les gens, ils payent, tu vois, ils vont au cinéma, ils veulent voir de la castagne et tout. Alors là, ça serait bien que par exemple, je sais pas, Brainiac, là, il combatte un ours. » Kevin Smith lui fait un ours. Pourquoi un ours? Il fait, mais tu sais pas, dans le règne animal, l'ours, c'est le tueur numéro 1. Déjà, alors là, il se dit, Kevin Smith, que le gars, il doit être sur Géo toute la journée ou un truc comme ça, tu vois. Il fait, ok, mais non, mais enfin, un ours, c'est con parce que là où il est, Superman, il n'y a pas d'ours, quoi. Voilà. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Quand il arrive à la forteresse de solitude, il se fait attaquer par les gardes de Superman ou son armée. L'armée de Superman. Superman, il n'a pas besoin d'armée, quoi. Ah bon, bah, je sais pas, enfin, trouver un truc, faut qu'il y ait de l'action, quoi. Et puis, ça serait bien que tu lui mettes aussi un petit animal qui se vende, tu vois, comme chez Wii dans Star Wars, quoi. Faudrait qu'il ait un animal poilu qui parle, qui soit rigolo, que les gens ils aient envie d'acheter en peluche après. Ok, d'accord. Et donc Kevin Smith, enfin bon, ça continue comme ça super longtemps. Kevin Smith en a ras-le-bol. De toute façon, il se fait jeter du projet. Ça marche pas du tout. La mort de Superman ne se tournera jamais d'ailleurs. Un an passe. Kevin Smith a un peu oublié l'affaire et décide d'aller au cinéma voir une sombre merde. Et il décide d'aller voir Wild Wild West. Il va au cinéma, il s'assoit dans la salle et il voit au début que c'est le producteur qui aurait dû produire la mort de Superman, qui a produit Wild Wild West. Tout le long du film, il se dit « Quelle merde quand même, quelle merde !» jusqu'au moment où apparaît l'araignée robot géante. Et là, il applaudit. Et oui, des fois, quand on travaille dans le cinéma et que nous gens, on va voir un film de super-héros, on se dit « Mais c'est nul, c'est mauvais, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Eh bien, ils n'ont peut-être pas fait ça parce qu'ils avaient un producteur qui connaissait rien au film qui était adapté. Peut-être. Salut!
C'est ce que m'ont dit les gens sur internet. Quand je raconte des trucs de merde, ils disent, même quand tu racontes un truc de merde, on a envie de savoir la fin quand même.